En France, combien de générations faut-il pour qu'un enfant issu d'une famille en bas de l'échelle des revenus atteigne le revenu moyen? Regardez ce graphique. D'après l'OCDE, il faudrait 6 générations. Et la France, vous pouvez le voir, est l'un des plus mauvais élèves parmi les pays développés. Ce chiffre illustre un phénomène que vous entendez sans doute depuis des années, celui du déclassement. On l'a vu pendant les législatives, le déclassement est au cœur des préoccupations des Français et les politiques l'ont bien compris. Ma priorité économique, ça sera le pouvoir d'achat. Je demande donc au gouvernement de sortir, si je puis dire, des codes et des cases pour mettre fin à ce qui alimente ce sentiment de déclassement. Les Français ont vu ces dernières années la plus forte baisse de pouvoir d'achat de ces 40 dernières années. Mais ça veut dire quoi le déclassement? Et surtout, la France en souffre-t-elle? Réponse en chiffres dans cette vidéo. Petit coup d'œil d'abord sur sa définition. Selon le Centre d'observation de la société, c'est un processus qui conduit une personne à un statut social inférieur. C'est ce que l'on appelle parfois la panne de l'ascenseur social. Pour comprendre ce phénomène, qui n'est pas nouveau, nous avons discuté avec le sociologue Louis Chauvel, auteur de la spirale du déclassement. Typiquement, l'auteur central du déclassement, c'est Balzac. Mais depuis le 19e siècle, il est clair que le terme de déclassement est devenu beaucoup plus politique et beaucoup plus, je vais pas dire apocalyptique, mais extrêmement angoissé. C'est-à-dire que la question du déclassement est revenue en force dans le contexte des années 1930, autour du constat que tout un ensemble de fonctionnaires, de membres des classes moyennes pouvaient du jour au lendemain perdre tout leur statut social à la suite d'un accident systémique de l'économie. Après la période des 30 Glorieuses, un sentiment d'inégalité croissante et de ralentissement de la mobilité sociale se diffuse. Les perspectives d'ascension sociale se dégradent et les jeunes générations sont persuadées de vivre moins bien que leurs parents. Aujourd'hui, ce phénomène de déclassement s'explique essentiellement par des inégalités de revenus croissantes et une pauvreté en hausse depuis la crise financière de 2008, le ralentissement de la croissance européenne, la globalisation du marché du travail et ses conséquences en termes de sélectivité et de hiérarchisation, et le décrochage scolaire. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, en France aujourd'hui, les gens détestent entendre parler du déclassement parce que c'est évidemment la porte ouverte vers un néant qu'on ne veut pas rencontrer et qui fait peur pour de vraies raisons, pour des raisons légitimes. Mais ensuite, est-ce qu'il faut refuser le diagnostic parce que le diagnostic nous fait peur? Justement, regardons de plus près ce diagnostic. Nous avons passé à la loupe 3 éléments qui nous paraissaient les plus pertinents. L'ascenseur social, le PIB par habitant et le pouvoir d'achat. Pour le premier point, à savoir l'ascenseur social, reprenons le rapport de l'OCDE. Si l'on regarde attentivement, on constate qu'il faudrait en France 6 générations, soit 180 années, pour qu'un enfant issu d'une famille en bas de l'échelle des revenus, autrement dit dans les 10% les plus bas, atteigne le revenu moyen. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a en haut une nouvelle rigidification de la mobilité sociale. Nous rentrons maintenant dans une société de relative stagnation avec retour vers le bas dans beaucoup de cas, et l'accès aux catégories les plus élevées est de plus en plus exigeante sur l'ensemble des aspects de ce qui vaut matériellement dans la société française. La France n'est pas vraiment bonne élève dans ce domaine, car la moyenne pour les 24 pays de l'OCDE est à 5 générations. Si l'on se compare avec nos voisins, la France se positionne mieux que la Hongrie, mais moins bien que l'Espagne, la Grèce ou le Danemark. Ce qu'on appelle en France les 30 Glorieuses, c'est le fait qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une progression extraordinaire en 30 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, le pouvoir d'achat des ouvriers a été multiplié quasiment par 2 et quelques. Le souci, c'est qu'à un moment, ce progrès, ce grip, s'arrête, il s'inverse pour la génération des enfants. Les grandes inversions, c'est quoi? En fait, ce qui continue d'augmenter, ce sont les études. En une génération des parents aux enfants, il y a en moyenne un peu plus de 2 années d'études de plus. Selon Louis Chauvel, le souci c'est qu'il y a un phénomène d'inflation des diplômes. Par exemple, pour exercer certaines professions, comme professeur ou avocat, il faudrait aujourd'hui un master, là où le bachelor suffisait pour les parents. Les nouvelles générations ont connu des niveaux de qualification qui ont littéralement explosé, alors que l'essentiel des marchés auxquels les jeunes adultes font face
ont mis en évidence de profondes dégradations. Prenons maintenant le PIB par habitant. Regardez ce graphique. La courbe bleue correspond au PIB par habitant dans l'Union européenne et la courbe verte au PIB par habitant en France. Alors qu'en 2000, le PIB par habitant en France était supérieur de 15% à la moyenne européenne, en 2023, l'écart s'est totalement résorbé. 37 600 € pour la moyenne européenne et 38 000 pour la France. Mais il y a plus inquiétant. Prenons cette carte de l'INSEE. Nous avons comparé le PIB par habitant européen à celui de chaque région française. Aujourd'hui, seules 2 des 13 régions de l'Hexagone ont un PIB supérieur à la moyenne européenne. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2000, cela concernait 10 régions. Plus généralement, quand on réfléchit à l'ensemble de l'histoire de la France, il y a eu des moments d'accélération et de décélération. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs moments dans l'histoire, on était franchement en dessous de la moyenne européenne et qu'on était humilié par les voisins, en particulier en mai 1940, là on était vraiment très humilié. D'une façon générale, la société française a réussi, en prenant conscience de défis, à rebondir. Aujourd'hui, on est un peu dans le contraire, c'est-à-dire que on ralentit encore plus que les autres. Si l'on reprend notre carte, les 2 seules régions au-dessus de la moyenne européenne sont la région PACA et la région Île-de-France, l'une des plus riches d'Europe. A contrario, les 2 régions qui ont le PIB par habitant le plus bas sont la Corse et les Hauts-de-France. À noter que les DROM se situent tous en dessous de 27 500. Depuis 80 ans, ces inégalités territoriales perdurent et la croissance de la France est moins rapide que le reste de l'Europe. Dernière donnée, le pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, l'évolution du pouvoir d'achat correspond à la différence entre l'évolution du revenu des ménages et l'évolution des prix. Si l'on regarde ce graphique, on constate bel et bien une baisse du pouvoir d'achat par rapport à l'année précédente. Autrement dit, de 1960 à 2023, nous avons gagné de moins en moins de pouvoir d'achat. La croissance est ralentie du point de vue des salaires nets après impôts, mais certains budgets ont explosé. Le mode de vie de classe moyenne est souvent devenu inaccessible aux classes moyennes. Il y a l'inflation, mais les biens les plus sélectifs se sont accrus encore plus vite. L'acquisition d'un logement par l'achat est devenue quasi impossible pour des gens qui ne sont pas déjà propriétaires ou héritiers de leurs parents. Il faut travailler maintenant 2 fois plus longtemps pour acheter la même surface. Prenons l'exemple de Paris. Ce graphique représente l'historique des prix immobiliers de 1960 à 2020. En 1960, le prix du mètre carré était de 525 francs, soit 80 €, ce qui équivaut aujourd'hui avec l'inflation à 870 €. En 2020, le mètre carré à Paris coûtait 10 950 €. 60 ans plus tard, les prix ont donc explosé et correspondent à une augmentation de 4,3% chaque année de 1960 à 2020. Et cette réalité n'est pas un sentiment de déclassement, c'est un vrai déclassement par rapport à ce que les gens connaissent. Le souci, c'est que par rapport à ce déclassement objectif, l'histoire nous montre que si on n'y trouve pas une bonne réponse politique, c'est l'ensemble de l'édifice social, politique, organisationnel et celui de la nation qui risque de se retrouver en état de collapsus, et la potentialité de déclassement social ou de cercle vicieux vers le déclassement social de masse de segments entiers de la population, c'est déjà réalisé aux États-Unis. Ça peut nous arriver peut-être après-demain, en tout cas à l'horizon de 10 ans, si on ne fait rien, on y sera. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Express pour y retrouver toutes nos analyses et nos podcasts.